Oui, bonjour, merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce colloque qui nous permettent de nous retrouver pour réfléchir ensemble aux dispositifs juridiques adoptés au titre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Et c'est bon de savoir que même si nous sommes chacun chez soi, nous ne sommes pas tout seuls et on peut continuer à réfléchir ensemble. Donc merci aux organisateurs. Je voulais réfléchir avec vous sur l'invocation de la notion de vulnérabilité dans le contexte de lutte contre le coronavirus. La vulnérabilité, étymologiquement, renvoie à un risque de blessure, à une fragilité qui nécessite des dispositifs de protection. Et cette notion de vulnérabilité a été abondamment convoquée ces dernières semaines dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Et une des meilleures illustrations pourrait être le discours du président de la République, les discours du président de la République, puisque dans le premier, celui du 12 mars, il souligne, je cite, l'urgence qui est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et le président de la République ajoute, protéger les plus vulnérables d'abord, c'est la priorité absolue, fin de la citation, dans un contexte d'épidémie dont le président souligne qu'il s'avère particulièrement grave pour celles et ceux qui sont âgés ou affectés de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. 4 jours plus tard, dans son adresse du 16 mars, qui est à tonalité beaucoup plus martiale, le président de la République justifie les mesures prises comme étant, je cite, le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, d'avoir moins de concitoyens infectés et ainsi de réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir et mieux soigner. Et on le voit dans ces deux discours, il y a deux vulnérabilités qui apparaissent. Il y a la vulnérabilité des personnes d'abord, et notamment les personnes âgées, celles malades, celles en situation de handicap, mais il y a également la vulnérabilité du système hospitalier. Et on a vu se succéder sur tous les plateaux télévisés des experts qui nous ont montré, diagrammes à l'appui, la nécessité d'aplanir la courbe épidémique pour protéger les capacités d'accueil des services de réanimation et pour protéger les personnels soignants. Ce discours d'ailleurs a été repris par le juge. Le Conseil d'État, dans une ordonnance du 24 mars, souligne que les mesures de confinement présente un intérêt public dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières. Donc le discours sur de justification des mesures prises au titre du coronavirus, ce discours convoque à de nombreuses reprises la vulnérabilité des personnes, vulnérabilité de l'hôpital public et en infère la nécessité de dispositifs de protection. Pour ce qui concerne les personnes sans domicile fixe, d'abord, ce que l'on voit clairement, c'est que depuis l'entrée en vigueur du confinement, la raréfaction des maraudes, la suppression des distributions de repas, la fermeture des marchés, la fermeture des restaurants dont les invendus servaient à alimenter les SDF, de même que l'impossibilité de pratiquer la mendicité, eh bien ça aboutit à renforcer encore l'exclusion sociale des SDF. Alors, le gouvernement a annoncé des mesures qui, pour certaines, ont été mises en œuvre. Il y a eu des réquisitions de lieux d'hébergement. Mais ce que l'on constate, c'est que ces réquisitions portent principalement sur des gymnases. Et ces gymnases constituent peut-être un abri de fortune, mais s'avèrent en tout état de cause propices à la circulation de l'épidémie en raison de la promiscuité et de l'impossibilité d'adopter, de respecter les mesures de distanciation sociale. Parallèlement, la jurisprudence en matière d'accès à l'hébergement d'urgence, cette jurisprudence ne s'est pas assouplie et le Conseil d'État a ainsi rendu récemment, le 23 mars, une ordonnance dans laquelle il souligne qu'une famille déboutée du droit d'asile dont la mère et un des 2 enfants en bas âge présentent des problèmes de santé ne présente pas pour autant un degré de vulnérabilité tel qu'il devrait être regardé comme prioritaire pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Le Conseil d'État ajoutant que le contexte d'épidémie ne change rien à la situation.
Donc on le voit, l'état du droit et l'état de l'accompagnement social s'agissant des SDF n'a pas évolué dans le contexte de Covid, alors même que les mesures prises contre la propagation de l'épidémie accroissent encore les difficultés du quotidien qui sont les leurs. La même remarque peut être faite à propos d'autres victimes de violences sociales. Il s'agit ici des victimes de violences domestiques, les enfants et les femmes. Ça nous renvoie à quelque chose bien connu des travaux des spécialistes du genre. Dans les représentations sociales dominantes, le domicile est conçu comme un espace sûr, un havre de paix qui est protecteur, et le dispositif même du confinement renforce cette idée que pour la majeure partie de la population, le domicile constitue un abri et une protection. Pour un certain nombre de foyers dysfonctionnels, pour un certain nombre de familles où des violences domestiques sont infligées, le foyer constitue un enfer, constitue un lieu à risque. Faut-il rappeler que la principale cause de mortalité des femmes de 15 à 49 ans n'est pas le coronavirus, ce sont les violences conjugales. Dans ce contexte, le fait d'imposer un confinement aboutit à renforcer des huis clos qui peuvent s'avérer particulièrement délétères, à la fois pour les enfants victimes de sévices et pour les femmes victimes de violences. La possibilité de fuir ce confinement est tout à fait restreinte en raison de l'insuffisance des dispositifs d'hébergement, et l'accompagnement qui a été mis en place par différents services se fait principalement sous une forme téléphonique désormais, confinement oblige, et il ne s'avère certainement pas de nature à assurer une protection contre ce type de violence familiale. Le second point que je voudrais aborder maintenant est le risque de renforcement de maltraitance qui cette fois-ci ne sont plus tellement sociales mais sont liées au fonctionnement des institutions. Le contexte de pandémie aboutit à renforcer le risque de maltraitance qui sont infligés par le service public à l'encontre de ses usagers les plus vulnérables. Et concrètement, il s'agit des personnes privées de liberté et des malades hospitalisés ou des personnes âgées dépendantes placées en EHPAD. Pour les personnes privées de liberté, là encore, on le sait, les conditions d'accueil, soit dans les prisons, soit dans les centres de rétention administrative, ces conditions de détention ou de rétention sont caractérisées par la promiscuité, l'insalubrité, la surpopulation, le manque d'hygiène, et évidemment tout ceci constitue autant de facteurs propices à la propagation de l'épidémie. Pour les prisons, un certain nombre de signaux d'alerte ont été tirés assez rapidement, courant mars, invitant le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour faire baisser la surpopulation carcérale. Quelques dispositifs ont été adoptés, une circulaire le 19 mars qui invite les procureurs à différer la mise à exécution des courtes peines d'emprisonnement. Une ordonnance est attendue, de la part, la garde des Sceaux a annoncé qu'elle allait prendre des mesures par ordonnance pour réguler les flux carcéraux, et un certain nombre de mesures ont été adoptées pour gérer au mieux la crise sanitaire, mais compte tenu de l'état de délabrement profond des prisons, il y a fort à craindre que ces mesures ne soient insuffisantes. Pour les centres de rétention des étrangers en attente de reconduite dans leur pays d'origine, là encore, le constat a été fait de ce que ces centres de rétention constituaient des foyers potentiels de propagation de l'épidémie. Et en l'absence de gestes politiques forts, la solution partielle est venue de la justice, puisque un grand nombre de décisions de justice ces derniers jours ont été rendues pour infirmer des décisions de prolongation de maintien en centre de rétention administrative, les juges soulignant d'une part l'insalubrité qui règne dans les centres de rétention et le risque de contamination, mais ils soulignaient également d'autre part
un certain nombre d'autres éléments, comme par exemple l'impossibilité de procéder à l'acheminement des personnes retenues en raison de la fermeture des frontières de l'espace Schengen ou en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly. Ce sont donc des décisions de justice individuelle qui progressivement ont vidé les centres de rétention administrative. Au 24 mars, il y avait encore 170 étrangers dans ces centres de rétention administrative sur 1500 places. Et aujourd'hui même, le Conseil d'État doit examiner en référé la demande portée par un certain nombre d'associations d'enjoindre à l'administration de vider totalement les centres de rétention administrative. Donc pour les personnes retenues ou détenues, évidemment, le risque lié à la propagation de l'épidémie est que les violences institutionnelles n'aillent en s'aggravant et ne conduisent à des atteintes supplémentaires à leur santé, voire à leur vie. Pour les personnes malades ou dépendantes, qui constituent une autre catégorie de personnes exposées à des risques de violence institutionnelle, la situation est tout à fait différente, mais elle est encore plus sombre. Et je suis navrée de terminer cette mini-présentation par une note dramatique, mais l'on connaît la situation dans les hôpitaux. On sait que ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe encore en Italie, ce qui commence à se passer dans l'est de la France va se généraliser, et ce qui va se généraliser est épouvantable. C'est une véritable médecine de catastrophe, une médecine de guerre qui commence à se mettre en place. Pourquoi une telle médecine ? Eh bien, devant le constat de l'impossibilité d'assurer à chacun un accès à un lit de réanimation ou à du matériel de ventilation lorsque son état de santé le requiert, les personnels soignants sont amenés à faire des choix, c'est-à-dire à établir des priorités pour savoir quelle personne pourra bénéficier de ces soins et de ces dispositifs indispensables à la survie. Concrètement, l'âge ou la présence de facteurs de comorbidité sont autant de critères d'exclusion de soins et donc sont autant de critères de condamnation à mort. Il faut noter que ce qui était présenté jusqu'ici comme un scénario catastrophe, insusceptible de se produire en France compte tenu de la perfection de notre système de santé, eh bien ceci est désormais expressément assumé par les autorités de santé. Nous avons différents documents publics du ministère de la Santé, des agences régionales de santé ou du Haut Conseil de la santé publique qui ont été rendus ces derniers jours et qui fixent des critères précis de priorisation des patients, soit pour avoir accès à un matériel de réanimation et de ventilation en raison de leur pathologie liée au coronavirus, soit pour la prise en charge des autres pathologies de type cancer, lorsque cela aboutirait à surcharger l'activité des services hospitaliers, dont la priorité désormais est liée à la lutte contre l'épidémie. Et il faut bien prendre en considération les conséquences épouvantables de la situation. Conséquences épouvantables qui sont de plusieurs ordres. La première, c'est très certainement la perspective de nombreux contentieux. On a déjà des sites internet qui proposent des modèles de plainte aux particuliers afin d'agir au pénal, au civil, pour obtenir l'engagement de la responsabilité des personnels soignants ou des hôpitaux en raison de l'absence de protection ou de l'absence de soins reçus. Donc les conséquences seront judiciaires. Mais les conséquences évidemment seront psychologiques et extrêmement lourdes pour les familles des malades qui perdront ainsi leurs proches dans des conditions de précipitation et de solitude épouvantables et dramatiques. Les témoignages à l'heure actuelle évoquent des huis clos dramatiques dans les EHPAD où des personnes âgées meurent en grand nombre sans pouvoir voir une dernière fois leurs proches. Il y a fort à parier que les conséquences à la fois pour les familles et pour les personnels soignants soient extrêmement lourdes, et des conséquences psychiques, des conséquences sociales en termes de confiance dans les institutions
qui risque de bouleverser pendant longtemps la relation au pouvoir public. Et puis des conséquences également politiques et sociales pour conclure. Ce que j'ai tenté de montrer, à savoir le fait que les mesures prises au titre de la protection de la vulnérabilité vont aboutir en fait à peser principalement sur ceux-là même qu'elles sont supposées protéger. C'est-à-dire que ce sont les personnes vulnérables qui vont le plus pâtir de la crise sanitaire que nous traversons. Cela permet aussi de réfléchir à la notion de vulnérabilité. Contrairement à certains a priori, la vulnérabilité n'est pas une caractéristique personnelle, ce n'est pas une caractéristique intrinsèque des personnes. La vulnérabilité, c'est une situation de fragilité, mais qui est une situation de fragilité causée par une relation, causée par des interactions sociales, et le fait que les dispositifs de lutte contre le Covid aboutissent à renforcer les vulnérabilités montre plus que jamais le caractère relationnel de cette notion de vulnérabilité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt en vrai.